Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, aujourd'hui je te retrouve de nouveau avec un épisode échange. Dans l'épisode du jour, j'ai reçu mon amie Clarisse. Clarisse a choisi d'accompagner les parents et les professionnels dans le portage et l'éducation des enfants. Et dans cet épisode, on lui a posé pas mal de questions. Pourquoi elle est devenue éducatrice en libéral ? Qu'est-ce que ça fait d'être accompagnante de parents sans être parent ? Et après, évidemment, la conversation a dévié sur d'autres sujets. On a parlé de l'image du coaching et de ses différentes façons de l'aborder. Des enfants qu'on éduque dans du coton pour comprendre. Je t'invite vraiment à écouter cette conversation. Et puis on a aussi parlé des conseils qui partent d'une bonne intention mais qui n'aident pas du tout. Que tu sois parent ou pas parent, cet épisode peut vraiment être très intéressant. Et il peut aussi être très intéressant pour toi si tu es dans l'accompagnement des parents ou des enfants. Je te laisse donc avec notre conversation. Belle écoute à toi! Les inscriptions pour la nouvelle session de la Colo de l'Orga sont ouvertes. Pour rappel, la Colo de l'Orga, c'est 5 ateliers de groupe en live qui durent 2 heures. Mais ce n'est pas tout. C'est également la totalité de 10 cahiers de vacances, un qu'on remplit ensemble pendant l'atelier et un autre que tu as en bonus la semaine où il n'y a pas d'atelier. Et pour profiter pleinement de mes conseils, de la force du groupe, et puis surtout de la motivation que tout ça va engendrer, on a aussi un groupe WhatsApp où on peut échanger tous les jours ensemble. Et donc, chaque semaine, que ce soit en atelier ou en autonomie, on aborde des sujets qui sont pour moi essentiels pour pouvoir apprendre à mieux te connaître, te challenger et surtout kiffer ton organisation. Alors si toi aussi tu as envie de voyager pour créer ton organisation qui te convient vraiment, n'hésite pas à aller lire toutes les informations concernant la Colo de l'Orga grâce au lien dans les notes de l'épisode. Pour cette nouvelle session, on commence mi-septembre et les places sont limitées. Alors si tu as envie de retrouver de la clarté, de la sérénité et surtout du plaisir dans ton organisation au quotidien, n'hésite surtout pas à réserver ta place dès maintenant. Hello, aujourd'hui je reçois Clarisse que je suis super contente de recevoir parce que Clarisse c'est une amie à moi maintenant depuis de nombreuses années, mine de rien le temps passe et aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière parce que je suis aussi accompagnée pour cet enregistrement en présentiel d'une stagiaire pour la journée, donc elle se présentera juste après à vos oreilles. Et donc, c'est une journée très particulière et je suis d'autant plus contente d'enregistrer cet épisode. Hello Clarisse, comment ça va? Salut Flo, ça va bien, merci. Je suis contente d'être là avec vous ce matin. On est très content d'être avec toi aussi. Et je vais t'inviter à te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ouais, alors je m'appelle Clarisse, je suis éducatrice de jeunes enfants et monitrice de partage. Et j'accompagne du coup les parents à domicile sur des ateliers particulièrement de portage, donc apprendre à porter les bébés. Et, euh, et sur tout ce qui va être lié à l'accompagnement, à la parentalité, à ce que c'est qu'un petit bébé, à ce que c'est qu'un enfant et comment est-ce qu'on peut les accompagner au quotidien. Trop cool, merci beaucoup. Et Lomi, je te laisse la parole pour te présenter. Je m'appelle Louise Comte, je suis en 4e à Saint-Oдар-à-Montauban. Aujourd'hui, je suis en stage avec Flo et je suis très contente d'être là parce que j'adore son métier et aussi le métier de Clarisse. Alors, pour commencer, c'est Lomi qui a une question à poser à Clarisse. On t'écoute. Pourquoi as-tu décidé de faire ce métier?
Alors, j'ai décidé de faire le métier d'éducatrice parce que, il y a tout un univers de l'enfance qui est pour moi passionnant. C'est tout ce qui se passe dans les premières années de vie de bébé. Il se passe un milliard de choses et on peut, en tant qu'adulte, les accompagner d'un milliard de façons différentes et heu et du coup, je me suis intéressée à ce que c'est qu'un petit enfant, à ce que c'est que de devenir parent, à ce que c'est que tout ça et donc j'ai commencé à bosser, classiquement en crèche avec des enfants, avec, des parents et petit à petit, j'avais envie d'autre chose et le libéral s'est ouvert à moi il y a 2 ans, en avril 2021 et donc ça m'a permis d'aller voir autre chose dans la parentalité et d'aller accompagner les parents différemment. Donc là, pour l'instant, j'interviens à domicile, très souvent avec des parents avec, juste une seule famille, dans une petite bulle où on peut parler de tout ce qui fait, la petite enfance et le fait d'être parent. Concrètement, comment se passe ton métier? Alors concrètement, aujourd'hui, j'interviens à domicile. Donc c'est des parents qui viennent me voir ou qui m'appellent pour me dire, «On aurait envie d'en savoir plus sur, comment est-ce qu'on peut porter notre bébé», donc dans les bras ou avec une écharpe de portage ou avec un porte-bébé ou avec ce genre de choses et je viens chez eux avec une très grosse valise avec plein d'outils dedans et on parle pendant, 2 heures, 2h30 de ce que c'est qu'un petit bébé, de ce qui se passe dans sa tête, de ce qui se passe dans son corps et de comment on peut faire pour, le prendre dans les bras, pour le mettre dans les écharpes et pour, tout ce qui va avec. Donc pour le rassurer, pour l'accompagner, pour, tout ce qui va être du quotidien et ce genre de choses. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. C'est trop cool tout ce que tu partages parce qu'en fait, on entend ta passion dans ce que tu dis. Je vois que tu dis dans la tête d'un petit enfant, tu vois, on sent vraiment Mmh. que ça te passionne et que ça va au-delà justement du portage, qu'il y a vraiment tout ce rapport autour de la parentalité Mmh. qui te plaît. Sur ton compte Instagram, tu parles en fait principalement finalement de parentalité et de ce qui se passe dans la Ouais. tête justement d'un enfant. Et c'est vraiment ce que j'ai toujours apprécié dans ta façon de parler des enfants. C'est que tu vas pas t'arrêter au fait de leur âge en fait, juste de dire à tel âge c'est comme ça, c'est que tu vas vraiment chercher à expliquer ce qui se passe dans leur cerveau à ce moment-là et aussi émotionnellement ce qu'il se passe en fait. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça permet de comprendre et comme tu le dis justement, de se mettre à la À hauteur. la hauteur des yeux d'un enfant. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est une phrase que j'aime beaucoup et c'est un petit peu se mettre dans les baskets de l'enfant, en fait. C'est un enfant, c'est pas juste un adulte en miniature. Il va se passer un milliard de choses dans sa tête et quand on sait un petit peu mieux ce qui peut se passer dans sa tête ou ce qui peut se passer dans son corps, ça nous fait prendre un peu de recul sur notre vie d'adulte et comprendre beaucoup mieux ce qui peut être compliqué pour lui ou comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Donc le fait de prendre un peu de recul et de se mettre à hauteur de ses yeux et de se dire: «Qu'est-ce qui peut se passer pour lui à ce moment-là?» c'est pour moi une des grandes clés pour pouvoir l'accompagner sereinement et être un peu plus tranquille aussi dans notre vie d'adulte et de parent. Je me rappelle d'une conversation très intéressante qu'on avait eue ensemble il y Mmh. a maintenant super longtemps. Ouais, je trouve que ça date vraiment. C'est quand tu m'avais dit qu'un enfant de moins de, je sais plus, de 6 ans, je crois, ne peut pas faire de caprice ou quelque chose comme ça. Et là, je m'étais dit, ah ouais, en fait, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas Ouais. et qui sont véhiculées comme fausses bonnes informations. Comment débunker certains faux bons conseils qu'on a tendance à donner sur la petite enfance. Alors, il y a un truc avec les conseils, un truc déjà avant de répondre à ta question que je vais donner en général. Si tu as un parent dans ton entourage ou quelqu'un qui va devenir parent ou que tu croises un parent dans la rue ou quelles que soient les circonstances, s'il ne t'a pas demandé explicitement un conseil ou ton avis, ne lui donne pas. Parce que un parent, quand il devient parent, va recevoir un milliard de conseils. Que ça va être du corps médical, de ses proches, de sa famille moins proche ou des inconnus dans la rue, il va en recevoir des millions. Et comme il y a une tonne de façons d'être parent, il y a aussi une tonne de conseils différents. Donc dans tous ces conseils, il y a de très fortes probabilités qu'ils reçoivent 2 conseils complètement contradictoires à 2 moments de la même journée. Donc dans la tête d'un parent à ce moment-là, ça peut être un enfer. Donc si un parent ne te demande pas un avis ou un conseil, laisse-le gérer. Laisse-le faire comme il entend. Un conseil qu'on peut donner aux parents, c'est de se faire confiance. Parce que chaque enfant va être différent.
chaque bébé va être différent, chaque parent va être différent. On fait tous avec notre bagage de ce qu'on est, de ce qu'on a été, de nos valeurs, de nos pensées, de tout ça. Donc de toute façon, il n'y aura pas de conseil général qui va faire que ça va fonctionner. Il n'y a pas un grand guide de la parentalité qui fait que si tu fais ça, ça et puis ça et après ça fonctionnera correctement, tu auras le bébé parfait, tu seras le parent parfait. Ça marche pas. Et toutes les personnes qui essayeront de te vendre la méthode parfaite, ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible. Il va falloir que en tant que parent, tu fasses un gros melting pot, un gros mélange de tout ce que tu vas entendre et de ce qui, toi, te parle et de ce qui, toi, résonne en toi. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir te faire confiance et de pouvoir dire à tata Jacqueline, qui a eu 4 enfants qu'elle a éduqués comme elle voulait, qu'elle les a éduqués comme elle pouvait les éduquer à un moment T et que c'est très, très bien pour elle et qu'il n'y a pas de souci, mais que tu n'es pas obligé de prendre tous ces conseils en compte. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça permet de ramener en fait au fait que ce qui est intéressant à savoir, c'est les faits scientifiques, ce qui se passe, comme ce que tu partages sur tes réseaux, ce qui se passe réellement dans la tête d'un enfant de manière scientifique par rapport aux neurosciences, par rapport à son cerveau, au développement de son cerveau. Donc, où est-ce qu'il en est dans son développement? Donc ça, c'est des faits, en fait. On peut s'attacher aux faits, aux choses qui sont très concrètes. Mais par contre, tout ce qui va être plus subtil, sur dire les choses d'une certaine façon, faire les choses d'une certaine façon, et bien de se rappeler à ce qui résonne en nous et ce qui nous parle profondément. Et ça, je pense que c'est vrai dans tout et au-delà de la parentalité. Hein. De toute façon, on revient tout le temps à ça dans chaque épisode, échange de ce podcast. Hein. Toujours revenir à soi et à ce qui nous parle. En fait, ça fonctionne tout le temps. Et à ce qu'on voit qui parle aussi à l'enfant aussi, j'imagine, c'est d'être réellement à l'écoute de ses besoins à lui aussi, d'être vraiment dans une vraie écoute et pas dans l'imposition de ce que nous, on pense qui est juste, quoi. Ouais. Après, tu sais, particulièrement dans la petite enfance, dans les 50 dernières années, on a changé du tout au tout de plein de façons de faire. Et aujourd'hui, ce qu'on sait sur la neuroscience, dans 10, 20, 30 ans, on sera très certainement plus précis et on aura une autre façon de voir les choses aussi, une autre façon de faire. Donc les choses évoluent, les choses avancent. Et moi, ce que je prône aujourd'hui et ce que je porte aujourd'hui, c'est que on se fie à tout ça, on se fie à ce qu'on sait du développement de l'enfant, parce que concrètement, demander à... je vais te donner un exemple. On t'extirpe de ta situation, on te met dans une contrée lointaine dont tu ne connais ni la langue, ni les pratiques culturelles, ni les façons d'engager les liens avec les autres, ce genre de choses. On te met là-dedans et on te dit débrouille-toi. Ben, ça va être vachement compliqué pour toi parce que tu auras perdu tous tes repères et tu vas réapprendre à refaire différemment. Un tout petit, c'est un peu ça. Donc du coup, l'idée, c'est de savoir ce qui se passe dans sa tête et dans son corps, de là où il en est, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable d'entendre et de comprendre, et nous d'ajuster notre position d'adulte pour essayer de faciliter un petit peu la suite pour que lui, il arrive tranquillement à construire sereinement ses bases. Pourquoi je te parlais de ça? Je t'ai demandé, je suis tellement à fond dans ce que tu dis que j'oublie ce que j'ai dit. mais en vrai, juste avant, c'était sur le fait de se fier aux faits. Du coup, tu as les deux. Tu as les faits. Donc, un enfant de 2 ans, il n'est pas capable de gérer ses émotions. C'est un fait. Son cerveau n'est pas encore en capacité de le faire. C'est du point de vue de la science et biologique, c'est normal. Et tu as tout le reste. Tu as le comment il est dans le... T'as le comment il est dans le quotidien, tu as le comment ça se passe, et tu as tout ça qui va se gérer avec l'observation. L'idée, c'est d'observer l'enfant, savoir ce qui se passe pour lui, comment ça se passe, et de pouvoir, toi, adapter ta posture à cette petite phase-là. Je sais pas si tu vois un peu où je veux en venir. Mais t'as un peu, c'est pas aussi tranché de t'as l'effet, la neuroscience, elle dit ça, il faut faire comme ça parce que c'est comme ça, et t'as ta posture d'adulte qui va varier aussi. C'est juste un jeu d'équilibriste. C'est un peu tout ça, oui. C'est clairement ça. C'est clairement une question d'équilibre au fur et à mesure que bébé grandit et que tout ça se met en place. Alors, pour revenir à ce que je te demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un faux bon conseil que tu entends souvent, que ce soit sur le portage ou sur la parentalité, et qui t'irrisse les poils parce que dans les faits ou dans le concret, en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Alors, il y en a des dizaines des faux bons conseils. Il y en a des dizaines des très très bons. Il y en a des dizaines des faux bons conseils aussi. Moi, il y en a un qui me
qui m'agace particulièrement parce qu'il est encore bien ancré, même si on en revient tranquillement, c'est tout ce qui est lié au fait de... Moi, j'ai ma grand-mère qui m'a dit ça un jour quand je parlais de mon métier, mais elle m'a dit vous êtes en train d'élever vos enfants dans du coton. Vous êtes en train de les coucouner. Comme si il fallait que pour qu'un enfant sache que la vie est dure, bah, il faut lui mettre des bâtons dans les roues, il faut le frustrer plus, il faut le cadrer plus, parce que sinon il va pas comprendre que la vie elle est compliquée et qu'il faut qu'il aille droit. Et ça, on le voit des tout petits. Typiquement, quand on dit à un parent qui a un bébé de quelques mois, le prends pas trop dans les bras, hein, parce que sinon tu vas en faire un capricieux et il va jamais te décoller et ça va être un enfer. En fait, si on se reprend justement en neurosciences à ce genre de choses, on sait qu'un bébé de quelques mois, c'est un bébé qui a besoin d'être dans les bras. C'est un besoin, c'est physiologique. Là où il se développe le mieux, là où il est le plus serein, c'est dans les bras de ses parents. Et ça, tout du long de l'enfance, on va entendre il faut qu'il vive des frustrations parce que sinon il va pas savoir les gérer. Enfin, faut lui mettre des bâtons dans les roues un petit peu. Tu vois, faut être carré, faut être rude. Alors que la vie est déjà bien, bien rude. Je te disais tout à l'heure, si on t'exporte à perpète, tu vis un petit peu dans la peau d'un enfant de quelques mois ou d'un an ou 2 ans. Et un enfant de 2 ans qui commence à parler correctement, mais qui a encore, que c'est pas encore tout à fait fluide, qui va devoir apprendre à gérer un petit peu toutes ses émotions, mais qui n'est pas encore capable de le faire, qui va parfois avoir des journées très frustrantes si jamais il est à la crèche ou quand il va être gardé ou ce genre de moment, ça peut être très fatigant pour lui, qui va devoir gérer tout ça. On n'a pas besoin de lui rajouter des choses en plus pour qu'il puisse apprendre à le gérer. En fait, il va apprendre à le gérer de lui-même dans son quotidien. Donc au contraire, plus on va être dans quelque chose de proche, de l'accompagner, d'être dans quelque chose de bienveillant, et plus on va lui donner les armes pour lui pouvoir par la suite gérer tout ça du mieux possible. Alors je dis pas qu'il faut pas de frustration et qu'il faut éliminer tout ce qui est possible et lui dire oui à tout parce qu'il faut surtout pas qu'il se frustre, ça c'est assez contre-productif. Mais dans l'idée, la phrase de vous allez les élever dans du coton, je l'ai encore en tête en me disant et pourquoi pas en fait? Pourquoi pas en faire des enfants qui sont capables de gérer tout ça autrement qu'en se prenant des grosses frustrations, voire des coups pour les frustrer et pour être sûr qu'ils aillent droit. En fait, c'est cool d'élever un enfant dans du coton. Moi, je trouve l'image belle. Oui, oui, moi aussi. Au contraire d'être quelque chose de négatif, je trouve que l'image est belle. Si tu élèves un enfant dans du coton, c'est doux, c'est rassurant, c'est sécurisant. C'est quelque chose de plaisant. Et tout autant pour l'enfant que pour le parent. Autant être entouré quand on est dans sa parenté, c'est déjà tellement dur, comme tu le disais, par rapport à tous les gens qu'on a autour de nous, que ce soit le jugement ou tous les conseils non sollicités qu'on reçoit à longueur de journée. Enfin, je dis on, mais en fait, je ne suis pas concernée. Hein. Et je le vois. C'est déjà tellement dur. Pourquoi en plus s'entourer de picots, tu vois? Finalement, tu vois, à contrario que le coton, moi, j'y vois bien l'image finalement d'être en fait entouré de pics autour de soi et qu'en fait, si on bouge un petit peu trop, on sort du cadre et on se fait attaquer, quoi. Dernièrement, j'ai fait un live avec une collègue maintenant et on a parlé de notre rôle en tant qu'éduc et en tant qu'accompagnant à la parentalité, et on en est venu à cette image du gros plaid. On a tous besoin d'un moment d'avoir un gros plaid sur les genoux, un thé dans les mains et de se poser un peu. Et on disait que notre rôle à nous, parfois, c'est d'être ce plaid-là. D'être ce plaid, cette couverture qui vient enrober un peu les parents, les contenir, les rassurer, les aider à prendre confiance, les aider à se poser pour que eux puissent prendre soin de leur enfant derrière. Il y a le prendre soin du parent pour prendre soin de l'enfant. Et tu vois, ce monde de coton, il est un peu là. Le fait de prendre soin les uns des autres plutôt que d'aller dans du répressif en permanence. Et le côté s'entourer et prendre soin, c'est pour moi une boucle qui est clairement plus positive et plus bienveillante et plus sympathique. Puis si tu sais que tu peux venir te réfugier dans le coton ou autour de ton plaid, c'est bien plus simple d'encaisser les coups de la vie, en fait. Enfin, par exemple, par rapport à cette personne qui disait oui, mais si tu n'es jamais frustré, si tu ne sais pas que la vie est dure, comment tu vas faire
quand la vie arrivera à être dure. En fait, quand la vie, elle est dure, de toute façon, il faut faire avec. On est bien obligé de s'en sortir, mais de pouvoir aller se réfugier dans des sécurités, dans quelque chose d'agréable et avoir le réflexe justement de bien gérer son émotion parce que on sait que en fait, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste, ça, c'est juste ça passe en fait. Eh bien, c'est plus simple finalement d'encaisser les coups durs de la vie quand on peut venir s'étaler sur du coton ou se faire entourer par un plaid, quoi. Mmh. Là, tu parles d'un truc qui est au cœur du développement de l'enfant et qui s'appelle la base de sécurité affective. C'est, imagine c'est tout simple, c'est si tu as une base qui est solide, qui est sereine et sur laquelle tu peux t'appuyer quand il y a des soucis, tu vas pouvoir aller vers l'extérieur. Hem, Souvent quand on dit des enfants: «Les prenez pas trop dans les bras parce que ça va en faire des capricieux, ils vont plus vous décoller, ils vont être collés à vous et ils vont être pot de colle», c'est un peu contre-productif parce que plus ton enfant, il aura été dans tes bras et il aura été serein et il aura été cool avec ça et il sait que s'il y a un souci, il peut revenir vers toi et qu'il est serein avec tout ça, plus il va pouvoir aller à l'extérieur tranquillement parce qu'il sait que sa base, elle sera sûre. Il sait que ce sera serein, ce sera bienveillant, il sera bien, il sera là. Donc ouais, tu as clairement illustré la base de sécurité affective. C'est plus ta base, elle est sereine et elle est solide et plus tu vas pouvoir aller vers l'extérieur et risquer du coup d'aller vers des frustrations, d'aller vers des choses moins agréables, puisque tu vas revenir vers quelque chose de serein et sain, autant que tu voudras et autant que tu auras besoin. C'est super intéressant tout ça. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose qui me passionne en fait de comprendre ce qui se passe dans la tête des enfants et en fait tout le développement. C'est fou d'être passionné par ça quand, on n'a pas d'enfant et 2, en plus, j'ai même pas de projet de maternité dans ma vie. Enfin, sous cette forme-là en tout cas, le fait d'être mère, tout court et justement, ça me fait un pont, assez intéressant pour venir te demander toi, ton rapport à ta maternité qui n'existe pas encore puisque tu n'es pas maman. Mais justement, comment est-ce que tu vis le fait d'être accompagnante pour des parents alors que tu n'es pas parent? Mmh. J'imagine qu'on a dû aussi venir te piquer. Alors moi, je le vois, enfin, j'ai mon avis dessus, qu'on partage, je pense. Mais du coup, j'imagine que pour certaines personnes, c'est limite pas possible. Enfin voilà. Dis-nous un petit peu comment toi tu le vis. Bah, c'est souvent la question qu'on vient me poser quand, j'explique à quelqu'un, mon métier. C'est: «Mais tu as des enfants toi?» Et quand je leur dis non, il y a toujours un petit changement dans le regard de: «Bah, tu sais pas faire du coup. Tu as pas d'enfant, tu as pas vécu». Et le truc, c'est que moi, je suis pas là pour savoir faire. Je sais pas faire. Il a raison, je sais pas faire avec un enfant. Mais je suis convaincue que, je suis professionnelle, je suis pas une maman. Et il y a une grosse différence entre les 2, c'est que j'ai pas les émotions que tu peux avoir pour ton enfant. Et c'est ce qui fait c'est la grosse bulle qui va faire de toi un parent et un enfant, qui va être unique et qui va changer en fonction de tous les parents et les enfants. C'est-à-dire que ton enfant et ta parentalité ne sera pas la même que l'enfant du voisin et la parentalité du voisin, qui sera pas la même que n'importe laquelle autre. Puisque tu vas arriver avec tes bagages, tes valeurs, ta façon de voir les choses, ta façon de voir la parentalité, ton enfant, parce que ton enfant va aussi te bousculer pas mal dans tout ton bagage. Et moi, mon but, c'est pas d'arriver avec un bouquin, comme je disais tout à l'heure, en disant: «Moi, je sais faire, regardez, je vais vous donner ça et ça va marcher». Parce que je sais pas et parce que personne ne sait comment tu peux être toi, le parent que tu veux être. Moi, mon objectif, c'est d'arriver avec mes bagages et d'arriver avec mes connaissances du jeune enfant et du bébé et de ce qui peut se passer dans sa tête et dans son corps. Mon but, c'est de t'accompagner pour que tu puisses voir à travers ses yeux. Pour que tu puisses comprendre peut-être des choses qui te paraissent un peu floues ou de comprendre, pourquoi est-ce qu'il peut réagir comme ça ou comme ça. Essayer de voir ensemble, de chercher ensemble, de creuser pour savoir, peut-être ça peut être lié à ça ou peut-être ça peut être lié à ça et comment est-ce que toi tu peux mettre les choses en place pour que ça apaise ton enfant ou que ça apaise la situation et qu'en même temps ça te corresponde, que ce soit dans ta parentalité et dans ta façon de voir les choses avec tes valeurs. Moi, je t'apporte des outils, je t'apporte, peut-être des billes, peut-être des astuces, peut-être tu peux essayer comme ça ou tu peux essayer comme ça. Moi, je sais qu'en crèche, ça marchait bien comme ça, donc peut-être tu peux tenter comme ça. Moi, je sais qu'il y a un parent qui m'a dit que ça marchait bien comme ça. Peut-être on peut essayer aussi comme ça. On va aborder petit à petit pour voir, à tâtons, qu'est-ce qui peut fonctionner pour toi?
Et là-dedans, le fait de ne pas être parent, moi, pour moi, ça me pose pas de soucis parce que c'est pas mon enfant. Et que de toute manière, vu que je t'accompagne toi et ton enfant, je t'accompagne toi. Et c'est ta parentalité. Et même si j'avais un enfant, moi, je ne t'accompagnerais pas en te disant, moi, j'ai fait comme ça, tu peux faire comme ça marchera. Parce que c'est mon enfant et ma parentalité. Donc, c'est deux choses qui, pour moi, sont complètement différentes. Et même si j'avais un enfant maintenant, je voudrais, et là je parle avec mon cœur de pas encore maman, je sais pas si le jour où je le suis, ça changera, et je peux pas dire ça, je peux pas me projeter là-dessus, c'est tellement un monde différent que je peux pas me projeter là-dessus, mais j'aimerais garder cette distance quand même de te laisser tes émotions avec ton enfant, puisque de toute façon, tes émotions avec ton enfant seront légitimes. Et que je suis pas là pour te dire, non, moi je l'ai vécu comme ça quand même, donc peut-être que c'est différent, tu vois? Alors moi, je vois totalement parce qu'au final, dans mon métier, quand tu accompagnes en coaching, enfin là, quand tu parles, limite, on pourrait penser que tu es même coach. En fait, dans ta manière d'accompagner les gens, il y a quelque chose de similaire. Je ne dis pas que c'est le cas, mais simplement qu'il y a quelque chose de similaire dans ma façon, moi, d'aborder le coaching. Bien évidemment, tout le monde ne voit pas le coaching de la même manière. Euh, mais du coup, ça me parle parce que justement, quand moi je suis en séance de coaching, je ne viens pas avec mon expérience et dire moi je fais ci, moi je fais ça, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche pour accompagner quelqu'un. C'est vraiment partir de cette personne-là. Donc tu le dis justement, c'est garder cette distance. Et c'est super intéressant. À la limite, j'ai envie qu'on réenregistre un épisode de podcast dans plusieurs années, quand tu auras eu des enfants, un enfant, c'est à se dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours possible de garder cette distance? Et je pense qu'en fait, elle est possible à partir du moment où, comme tu l'as dit très justement, tu es professionnel. En fait, à partir du moment où tu mets ta casquette de professionnel, la distance ne peut que être là. Et c'est pareil pour moi quand j'accompagne quelqu'un qui partage peut-être exactement les mêmes problématiques que j'ai déjà vécues dans mon passé, dans l'organisation, dans la connaissance de soi, dans la fatigue ou peu importe. Parce qu'en fait, même si on peut tout simplement dire, eh bien, je connais cette expérience, je l'ai vue, je l'ai vécue, peu importe, eh bien, ce n'est toujours pas quand même la même expérience. Et garder cette distance et pour pouvoir se concentrer sur la personne, eh bien, qu'on aide, c'est hyper important. Donc, c'est hyper juste finalement ce que tu dis. Et je pense que les personnes qui accompagnent les parents alors qu'elles ne sont pas parents ont peut-être justement cette notion de distance qui est peut-être totalement différente que quand finalement tu as déjà des enfants. Je pense que c'est surtout très différent dans la manière d'être et dans la manière Ouais. d'accompagner. Moi, je sais que je suis énormément dans l'écoute et dans je prends ce que tu me donnes et ce que tu vis et je vais jamais remettre en question ce que tu vis et ce que tu ressens parce que de toute façon, c'est ton ressenti, c'est ta façon de le vivre. Et des personnes qui ont eu des enfants sont totalement là-dedans aussi, hein, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que je me nourris aussi de leur expérience et de leur façon de voir les choses. En gros, dans les ateliers, quand j'arrive, on discute. On discute beaucoup. Et je suis là pour entendre, pour écouter, pour recevoir. Et, et je vais pas être jugeant de. Enfin, je suis là, pas là pour juger si c'est légitime ou pas. Tout ce que la personne ressent, c'est légitime. Si elle se sent inquiète, si elle se sent perturbée, si elle se sent. Quel que soit son ressenti, c'est légitime et je suis là pour l'accompagner là-dedans. En gros, pour moi, ne pas avoir d'enfant, ça ne m'empêche pas d'être là et d'être présent. Au contraire, moi, ça me permet d'avoir cette distance et et d'être certaine de pouvoir prendre en compte la situation telle qu'elle est pour la personne en face. De ne pas être biaisé finalement par ton expérience. Ouais, oui. Et là, j'ai envie de dire aussi, enfin moi quand on parle de parentalité dans petits enfants, moi je me dis toujours, j'ai été petite, j'étais jeune enfant. Donc mine de rien, on est tous biaisés On est tous biaisés. dans tous les cas par notre petite enfance, Oui, qu'on soit parent ou non. c'est la valise dont je parlais. Je crois que c'est un de mes premiers posts sur Instagram. Quand on arrive à être parent, c'est intéressant de se poser sur notre valise et de se dire quel est l'enfant que j'ai été, quels parents j'ai eu, qu'est-ce que je veux reproduire ou pas, comment je me sens avec ça. Est-ce qu'il y a des choses à régler là-dessus ou pas, et quelle est mon histoire. Je t'invite à rebondir sur ce que je t'ai dit par rapport au fait il y a un côté coach dans ton métier. Ouais. Alors, dans mon domaine, je sais que ce mot, il est un peu, pas tabou, mais on l'aime pas trop, ce mot coach.
Parce que dans l'imaginaire collectif, le mot coach, c'est quelqu'un qui va te prendre par la main, qui va te donner un planning et qui va te dire: «Faut faire ça et ça va bien marcher et ça va être cool». Heu, Dans notre univers, on parle surtout d'accompagnement parce que, on arrive avec plein d'outils, on se pose, on discute et on va poser les outils quand il y a besoin qu'ils soient posés et ça peut prendre, ça peut pas prendre et on accompagne dans ce sens-là, pas à pas. C'est un petit peu la différence que je vois. Même si coach, je sais que tu le vois complètement différemment. Mais dans l'imaginaire collectif, un coach, tu vois, c'est le coach sportif qui te donne un programme et qui te dit, «Tu vas voir les résultats, ils vont être trop bien à la fin parce que si tu suis mon programme». Et du coup, nous, on parle plus d'accompagnement et on se nomme des accompagnants à la parentalité, dans le sens où on est plus dans une posture d'écoute et de je prends, je reçois et et partir dans un échange différent. Mais je sais très bien que tu le vois pas comme ça, le mot coach. C'est super intéressant que tu partages ça parce que là, enfin, même si la conversation part sur un autre sujet, c'est hyper intéressant parce que ça me permet, moi, de venir débunker ce truc-là et de dire qu'en fait, oui, il y a des coachs qui fonctionnent comme ça. Je ne vais pas remettre en question cet imaginaire collectif parce qu'il prend bien sa racine quelque part. Mais aujourd'hui, dans le coaching du monde, je vais dire développement personnel, pour être large, pour être comprise, même si je ne suis pas une grande fan de ce mot-là aujourd'hui, dans le monde du coaching qui accompagne les gens à se sentir mieux, clairement, on peut le résumer un peu là-dessus. En fait, c'est très différent. Et c'est hyper intéressant finalement de venir soulever ça. En fait, on a plus, finalement, comme tu l'expliques, je pense aujourd'hui des casquettes d'accompagnant, au-delà du coaching. Et c'est vrai que moi, quand j'ai dit que j'étais coach en organisation, j'ai considéré que le mot coaching était le plus adapté à ce que je voulais faire vivre à mes clients par rapport à ce que moi, je pensais du coaching. Et c'est pour ça que les mots et les étiquettes, eh bien, on en fait bien ce qu'on veut, quoi. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça se trouve, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui pour lui aussi, le coaching, c'est ce que tu décris. Et c'est vrai que finalement, quand toi, tu me parles de ce que toi, tu fais, eh bien moi, je fais la même chose. J'amène des outils, mais pas des outils de coaching en fait. Ça ne va pas être des outils forcément de faire comme ci ou faire comme ça. C'est plutôt moi, j'amène des outils pour pouvoir développer sa connaissance de soi, apprendre à mieux se comprendre, mieux se connaître, se sentir mieux. Et par contre, dans cette idée de t'arriver avec un planning et on a des objectifs à la fin, dans le coaching, c'est sûr qu'on dit qu'on passe d'un point A à un point B. Donc, c'est hyper intéressant finalement cette idée d'objectif puisque tu as un objectif. Cependant, cet objectif, eh bien, il dépend de toi, il dépend de ce qui va fonctionner pour toi. Et quand tu dis on arrive, on discute, une séance de coaching, c'est la même chose. On discute en fait, on échange, on parle. Et sauf que dans le coaching, en fait, moi, j'essaye quand même que, en fait, on passe du point A au point B, même en une séance de coaching, parce que finalement, il y a toujours une intention derrière qui est d'aller mieux, d'évoluer, de se transformer, de casser des croyances, enfin, peu importe. Et donc, c'est un peu un mix, je pense, de l'imaginaire collectif que tu partages et finalement de ce que tu partages de ton métier d'accompagnante. Je pense que voilà, le coaching, comme moi je le vois, c'est vraiment un mix vraiment entre l'accompagnant et le coach. Et dans un épisode qui aujourd'hui, quand j'enregistre, n'est pas encore sorti, qu'on enregistre aujourd'hui, n'est pas encore sorti, mais qui sera déjà sorti quand celle-ci sortira, bref. Dans l'épisode avec Aurélie, eh bien justement, on parle de ça aussi, de ce rapport entre le coaching, mais pas l'accompagnant, le thérapeute. Et donc, finalement, elle me dit, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter, elle me dit, justement, dans ta vision du coaching, finalement, je vois beaucoup de thérapie, un côté très thérapeutique, et pas la thérapie, psychologie, enfin voilà, mais dans ce côté, finalement, accompagnant, qui vient aider, soigner aussi la personne, et pas uniquement brusquer, challenger, pousser en avant, parce que voilà, c'est pas ma vision, c'est pas comme ça que je travaille, mais du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir voilà, le dire, quoi. C'est pour ça que je disais, je sais exactement que tu n'es pas dans cette vision du coaching, mais j'avais besoin de refaire un point sur les deux visions du coaching parce que je sais que c'est une croyance qui est encore bien ancrée et je sais que dans mes collègues et on se bat, c'est un grand mot, mais on s'insurge un peu quand on nous dit qu'on est des coachs pour les parents parce qu'on n'est pas des coachs, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour accompagner, on n'est pas là pour coacher. C'est vraiment intéressant, du coup, que tu dises qu'avec tes collègues, vous vous battez pour dire que non, vous n'êtes pas coach, comme si aussi c'était quelque chose de négatif, tu vois, donc le coaching. Donc, c'est vraiment super cool d'avoir cette vision-là, de voir les différentes visions, les choses différentes. Moi, j'ai envie de te dire aussi
que ça peut être quelque chose d'hyper positif aussi pour ton métier finalement, pour s'il y a des collègues à toi aussi qui nous écoutent, parce que le coaching, si on le voit, donc comme moi je le vois ou comme toi tu peux le voir aussi, je pense, pour d'autres personnes, mine de rien, c'est aussi montrer à la personne qu'on accompagne qu'on croit en elle et qu'on croit au fait qu'elle puisse atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Mais des objectifs, quand je parle d'objectifs là, dans ce mot-là, c'est pas faire 10 000 pas par jour, hein, c'est des objectifs un peu de vie, des missions, des choses qui lui tiennent à cœur. Par exemple, aussi peut-être dans l'éducation, finalement, peut-être qu'il y a des parents que tu rencontres qui a des choses qu'ils avaient envie de réaliser dans leur manière d'éduquer qui leur tenaient vraiment à cœur. Je sais pas, par exemple, le fait de ne pas proposer d'écran à son enfant, d'être sans écran, mais que parfois, c'est peut-être difficile de résister, d'être toujours resté aligné dans cette valeur-là par rapport à notre société et parfois, peut-être parce que c'est simplement plus simple de proposer ça que de faire un jeu, enfin voilà, par fatigue, par manque parfois de motivation pour garder cette ligne. Et finalement, quand on met cette casquette de coach, on vient motiver, on vient booster, sans pousser, sans être dans le je force, hein, sans être dans le forcing, mais montrer en fait à la personne qu'on accompagne que en fait c'est possible et qu'elle a toutes les ressources en elle pour y arriver. Voilà, j'ai trouvé un exemple un peu à l'arrache, hein, mais du coup, je trouve ça intéressant aussi de montrer que finalement, la casquette de coach, elle a un côté, j'espère, peut-être plus positive si on travaille un peu sur cette image. Après, au quotidien, on travaille pas forcément. Enfin, moi, je sais que je travaille pas forcément de cette manière-là. Tu vois, devenir parent, c'est un tellement grand bouleversement que tes valeurs de base, elles vont bouger très fort. Et tu prends l'exemple des écrans, c'est ultra difficile dans le monde où on est aujourd'hui de ne pas exposer un enfant à un écran. Et c'est encore plus difficile quand tu dors pas la nuit, quand tu as des journées ultra compliquées, que ça peut être violent au départ. Ça peut très très bien se passer, ça peut être génial et merveilleux, et il y a des moments où ça peut être violent de se retrouver face à tous ces changements, face à tous ces bouleversements, et nos valeurs peuvent être amenées à bouger, et on peut être amené à accompagner différemment. Tu vois, moi, la casquette accompagnante me va plus facilement que la casquette coach, parce que je suis pas là pour lui dire si regarde, tu vas pouvoir le faire. Je suis là pour accompagner, pour entendre que c'est difficile et pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ce soit OK. Est-ce qu'on peut faire un entre-deux? Est-ce qu'on peut faire OK, un écran, mais quand, quel écran, à quel moment et comment c'est amené? Est-ce qu'on peut ajuster ensemble? Est-ce qu'on peut bidouiller pour que ça aille pour vous deux et pour que ce soit OK? Tu vois? Eh bien, c'est ça, en fait, montrer que c'est possible pour Ouais. toi. Mais du coup, en étant dans l'écoute. Finalement, on se rejoint totalement. Oui, bah oui, c'est Ce que tu juste. dis, c'est hyper percutant et ça me parle beaucoup. Et je trouve ça super intéressant que tu le formules comme ça pour montrer justement en fait comment les deux mondes peuvent se lier en fait et ça c'est super cool et là finalement moi, je me dis avec l'épisode avec Aurélie je me dis peut-être que j'ai une petite casquette de thérapeute T'es pas si loin, hein. et j'ai vraiment une casquette d'accompagnante. Donc peut-être que dans 6 mois, je vais changer totalement de titre et je vais m'appeler autrement. Parce que finalement, c'est que des étiquettes qu'on se pose aussi pour être aligné avec nous, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de faire vivre aux personnes qu'on accompagne et avec lesquelles on se sent confortable et à l'aise, hein. Finalement, c'est ça aussi, c'est là où nous, notre zone de coton à nous, en fait, là où on se sent en sécurité et bien dans ce qu'on peut proposer. Merci Clarisse pour tout ce que tu as pu partager dans cet épisode. Je pense qu'il y a vraiment des petits moments pépites qui pourront aider les personnes qui sont de côté, que ce soit finalement, j'ai l'impression que cet épisode, il est tout autant pour les personnes comme toi qui partagent le même métier que toi, qui accompagnent les parents, que pour les parents. Vraiment, j'ai cette sensation-là. Avant d'arriver sur la conclusion de l'épisode, je vais me tourner vers lui. Je vais lui demander si elle a des questions à te poser après tout ça. Non? Ok. Oui, j'ai bien aimé le. Je sais pas. Ok. Avant de te poser la question signature du podcast et quel message tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent, est-ce que tu as des actualités à nous partager et où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de découvrir ce que tu fais? Alors, pour me retrouver, ça se passe sur Instagram. Je poste du contenu parentalité, du contenu portage et tout ce qui peut toucher aux parents et aux petits bébés.
donc sur kinaya.ct. Pour tout ce que je propose, ça va plutôt être sur mon site internet, kinaya.fr, classique. Et pour mes actualités, en ce moment, je me tourne sur la formation professionnelle et sur l'accompagnement des structures pour le portage des enfants. Donc, on revient au cœur de nos pratiques pour parler portage dans les bras, portage avec des outils pour soulager nos bras, surtout quand on en a pas mal à porter dans la journée et que nos bras ne sont jamais libres. Et tout ce qui est portage psychique, donc portage, comment porter un bébé sans l'avoir dans les bras. Donc, l'environnement de petits bébés et des enfants plus grands. Oui, parce qu'au final, on n'a pas trop parlé de portage. On est parti sur la parentalité, l'éducation. Mais du coup, c'est l'occasion de faire un deuxième épisode avec toi, Clarisse. C'est tout, c'est la bonne Ok, excuse. Donc, ça si marche. tu as envie de réécouter Clarisse parler uniquement du portage, des bienfaits du portage, ça peut être hyper intéressant sur un épisode peut-être un peu plus court. On parlerait que de ça. N'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram. Et juste parce qu'on n'en a pas parlé et j'ai trop envie de t'entendre le dire, pourquoi Kinaya? Alors, Kinaya, ça vient de nuage dans un dialecte péruvien. Et pour moi, nuage, le petit nuage, c'est une très bonne métaphore de la parentalité et de l'enfance et de la vie en général. C'est-à-dire qu'il peut être autant un petit nuage tout blanc, tout mignon, tout discret qu'on aime bien et qui nous rafraîchit quand il passe devant le soleil, que une grosse tempête incontrôlable où on ne sait plus gérer et où on ne sait plus quoi faire à part se mettre à l'abri. Et, et ben l'enfance, c'est un peu ça. L'enfance, ça va passer par des petits nuages tout beaux, tout roses et des grosses tempêtes. Et ça va forcément revenir à un moment donné à un petit nuage qui est beaucoup plus sain et beaucoup plus serein. Donc voilà pourquoi Kinaya. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un message que tu as envie de faire passer aux personnes qui nous écoutent? Ça peut avoir un rapport à ce dont on a parlé ou pas du tout. Si t'es parent, fais-toi confiance. Je crois que c'est le plus gros message et c'est ce que j'emmène le plus en atelier. C'est tu es la personne qui connaîtra le mieux ton enfant. Prends les conseils que tu as besoin de prendre. Entends ce que tu as besoin d'entendre. Mais fais-toi confiance. Et prends le temps. Est-ce que tu es prête pour la question signature du podcast? Je suis prête. Clarisse, quelle est ta liberté? Aujourd'hui, je crois que ma plus grande liberté, c'est de pouvoir mêler mon métier avec mes valeurs profondes. C'est de pouvoir accompagner avec ma casquette d'éduc et mon cœur d'éduc, comme je l'entends et comme je le sens que c'est possible avec les parents. C'est ce que j'adore en ce moment quand je pars en atelier, c'est que il y a aucun atelier qui se ressemble et il y a aucun moment où je dis la même chose parce que je peux m'adapter au à la spécificité de la bulle des parents que je vais rencontrer avec cet enfant que je vais rencontrer et ce moment-là. Et c'est pour ça que je suis partie en libéral, c'est de pouvoir avoir cette chance d'avoir ce petit moment-là de privilège, de pouvoir être dans le moment présent. Et je crois que c'est la plus grosse liberté du moment. Merci pour ce moment. Merci à toi. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.